Bonjour, je suis Metal Sonic et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo FAQ dans laquelle je vais répondre aux questions que vous m'avez posées. Alors il y en a eu beaucoup, la vidéo va peut-être être un peu longue, mais c'est pas bien grave. On va essayer de l'organiser en tout cas pour que ce soit un peu plus lisible en deux parties. Dans un premier temps, je vais aborder les questions qui m'ont été posées sur la chaîne en elle-même et sur mes vidéos. Et dans un second temps, je parlerai des questions un peu plus personnelles. On va donc commencer avec la première question. Pourquoi as-tu voulu lancer ta chaîne YouTube? J'avais déjà plus ou moins évoqué le sujet lors de ma toute première mini-critique, c'était le 7 924. Et j'expliquais qu'en fait, sur le web francophone, il y avait assez peu de youtubeurs ou de vidéastes qui présentaient et qui donnaient leur avis sur des sets, en particulier sur des sets un peu plus anciens. Il y en a certains qui s'occupent de tout ce qui est actualité, mais voilà, on n'avait pas grand monde qui proposait des vidéos de qualité sur des sets qui avaient déjà un certain âge. Alors j'ai pas la prétention de dire que mes vidéos sont de qualité, mais j'ai commencé en fait à créer un peu les vidéos que moi-même j'aurais voulu voir, et j'ai été pas mal inspiré par Jankbrick, qui est un youtubeur américain du coup, et qui bien évidemment parle anglais, et j'aimais assez son format assez court, des vidéos entre généralement 5 et 10 minutes, dans lesquelles il présentait le set rapidement, dans les grandes lignes, il montrait les quelques fonctionnalités, les pièces intéressantes, ce genre de choses, et il donnait son avis pour conclure, et je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'avoir la même chose en français. Deuxième question, quel est le processus de réalisation d'une vidéo? Quel matériel utilises-tu pour créer une vidéo? Eh bien, j'ai une méthode qui est un peu particulière en fait, mais qui me permet de gagner beaucoup de temps. Je commence bien évidemment par aller chercher un set et le construire, puis je m'amuse un petit peu avec, histoire de voir quelles sont les principales fonctionnalités, jeter un œil aux figurines, est-ce qu'il y a éventuellement des pièces intéressantes. Puis à partir de là, je fais ce que j'appelle la carte. Alors qu'est-ce que c'est que la carte? C'est simplement la liste que vous voyez à la fin de chaque vidéo, avec tous les aspects positifs et les aspects négatifs. C'est donc simplement une petite liste avec 7 ou 8 points. À partir de là, je sors ma caméra, je filme un peu l'ensemble, et chacun de ces points que je vais ensuite aborder. La carte, c'est d'ailleurs la seule chose que je rédige vraiment, et une fois que les vidéos sont filmées, je les ouvre avec un éditeur. C'est une très vieille version de Sony Vegas que j'ai acheté il y a plus de 10 ans. Je branche un micro qui est un Shure SM58, et à partir de ma liste, de ma carte, j'argumente chacun des points en improvisant finalement. Je ne rédige aucun texte, je n'écris aucun paragraphe pour mes critiques. J'improvise finalement par rapport à chacun des points, un petit peu comme ce que je suis en train de faire là. Je lis vos questions et j'y réponds en blablatant un peu. Alors il est certain que mes critiques seraient certainement de bien meilleure qualité si je les rédigeais clairement sur papier avant, mais je n'ai pas le temps en fait, ça me prendrait beaucoup trop de temps. Et ça me permet de faire le lien avec la question suivante, qui est: combien de temps te faut-il pour faire une vidéo? Ça dépend, mais généralement, on va dire aux alentours de 3 ou 4 heures. C'est surtout le montage, en fait, qui prend beaucoup de temps parce que je n'ai pas du très bon matériel, hein. J'ai pas, par exemple, de lumière, donc j'utilise un simple plafonnier, et il faut que je corrige pas mal la couleur, les teintes qui sont souvent un peu trop jaunes. Ça me prend beaucoup de temps, malheureusement. Après, pour ce qui est de la narration, de la critique en elle-même, entre 5 et 10 minutes, le temps qu'il me faut pour la dire. Parfois je bafouille et je recommence, mais ça va très vite. Ce qui me permet de répondre aussi à Pierre qui me disait ça serait bien si tu faisais un peu plus de vidéos, j'aimerais bien en avoir 3 par jour. Et oui, mais malheureusement, voilà, j'ai un métier à côté, je ne suis pas du tout youtubeur, hein, je touche pas un rond sur mes vidéos, je fais ça uniquement par passion et parce que j'ai envie. Et en plus, je pense que si j'essayais de m'investir davantage dedans, je saturerais assez vite. Donc je sais que beaucoup aimeraient voir davantage de vidéos, honnêtement moi aussi, mais j'essaie aussi de me ménager. Question suivante, va-t-on découvrir qui se cache derrière la caméra? C'est pas prévu. Je vais être honnête avec vous. Je vois pas vraiment ce que ça apporterait à la qualité de mes critiques de me montrer. Alors il est certain que j'aurais beaucoup plus d'abonnés et que mes vidéos auraient beaucoup plus de succès si je montrais ma tête, parce que voilà, évidemment quand on voit une vidéo c'est toujours beaucoup plus agréable d'avoir l'impression que quelqu'un nous parle directement, mais ce n'est pas du tout ce que je cherche, et je pense que voilà, on va continuer comme ça. Si jamais je change d'avis, et ben pourquoi pas, mais dans l'immédiat c'est pas prévu. Comptes-tu encore nous faire beaucoup de reviews des années 80 et 90? Principalement, vu que c'est là que réside la majorité de ma collection. Après, je ferai aussi des choses plus récentes. D'ailleurs, quelqu'un me demandait aussi: vas-tu faire des reviews de sets plus récents, des années 2000 à 2021? Oui, très très récents, ça dépend, parce que je n'en achète pas vraiment beaucoup en fait.
Ça m'intéresse un peu moins, je vais être honnête avec vous, même s'il y a des choses qui sont très sympas, c'est aussi un budget, mine de rien, parce que des Lego neufs, les sets qui sont très intéressants, eh bah, ça demande quand même un certain investissement. Et là aussi, il est certain que si je faisais des vidéos de sets plus récents, j'aurais beaucoup plus de fans. Je crois d'ailleurs que ma vidéo la plus vue est celle de la petite voiture de sport qui est sortie cette année, hein, la petite voiture bleue, où j'ai près de 400 ou 500 vues, je crois. C'est certain que si j'en faisais plus comme ça, là aussi, la chaîne décollerait. Mais ça m'intéresse pas spécialement, je ne fais pas ça pour les vues, je fais ça parce que j'ai envie de partager ma passion. Ensuite, de laquelle de tes vidéos es-tu le plus fier? Pas mal comme question ça. J'aime beaucoup la vidéo du Deep Freeze Defender, Ice Planet, que j'avais fait un jour où il avait vraiment neigé chez moi, et je m'étais retrouvé justement bloqué à cause de la neige, je pouvais pas aller travailler, et je me suis dit tiens, ce serait peut-être l'occasion de faire quelque chose de sympa. Alors cette vidéo m'avait demandé énormément de travail, et déjà il avait fallu monter le set qui est assez gros, donc ça m'avait pris pas mal de temps, et j'étais allé la faire dehors, dans la neige, il faisait très très froid, j'avais été obligé en plus pour manipuler un peu, que ce soit l'appareil ou le set en lui-même, d'enlever mes gants, et j'étais frigorifié parce que j'étais resté dehors pendant 1 heure et demie ou 2 heures, mais finalement, je trouve que le rendu est assez bon. La vidéo en elle-même, mais assez bien développée, je trouve. Il y a en plus une sorte de teinte assez bleutée, parce que j'étais en extérieur, qui rend très bien. Et c'est aussi la première vidéo où j'avais commencé à faire des incrustations de, voilà, par exemple, de films ou ce genre de choses. Et je trouve que ça a marqué, voilà, une petite hausse en termes de qualité dans mes vidéos. Justement, tiens, en parlant de Ice Planet, Vincent me demande, en tant que fan absolu de la gamme, penses-tu nous faire une review de chaque set en 2023 pour les 30 ans de la gamme? Ah, pourquoi pas? Ça peut être une bonne idée. Après, je pense que, bah déjà, j'ai fait le set principal qui est le Deep Freeze Defender. Bon, il est fait, donc tant mieux. Mais j'en ai aussi prévu d'ici quelques mois, je pense, hein, j'en ai quelques-uns dans le collimateur. Je sais pas si je pourrais me retenir avant 2023. En tout cas, éventuellement, je pourrais dire que d'ici 2023, j'aurai abordé tous les 7 Ice Planet, d'ici la fin de l'année 2023. Voilà. Question suivante. As-tu l'occasion d'être en liaison avec Lego France? Pas du tout. À mon avis, je suis beaucoup trop petit pour eux. Je doute que je les intéresse vraiment dans le sens où je fais davantage des critiques de sets sortis il y a plus de 20 ans. Après, si jamais Lego France me contacte et souhaite que je leur fasse des reviews de sets plus récents, pourquoi pas, mais par contre, il faudrait clairement que je puisse garder mon intégrité. C'est-à-dire que si un set est bon, j'ai pas de problème à le dire évidemment. Si je trouve qu'un set n'est pas terrible, je n'aurai pas de scrupule à le dire. On verra par la suite, peut-être. Si je deviens un peu plus gros, peut-être qu'ils me contacteront. Mais je vais pas courir derrière, honnêtement. Généralement, tu publies principalement du Lego assez vintage. Le récent t'intéresse moins ou tu trouves que c'est déjà assez abordé par d'autres? Clairement, c'est déjà assez abordé par d'autres qui savent le faire mieux que moi, en plus, qui ont du meilleur matériel, je pense. Alors, je ne saurais pas trop qui vous conseiller parce que je ne regarde pas beaucoup de vidéos, à vrai dire, sur les sets assez récents. Pour ce qui est de la review écrite, je ne saurais que trop vous conseiller le site Briconaut, évidemment, avec les excellentes critiques de Mephisto et parfois ses invités, qui, voilà, sont pour moi ce qui se fait de mieux. Et enfin, dernière question concernant les vidéos, d'où vient ton générique? Alors étrangement, c'est sans doute la question qu'on m'a le plus posée depuis le début de la chaîne, je sais pas pourquoi. C'est simplement un petit morceau que j'ai composé moi-même. Étant donné que je fais beaucoup de critiques de sets assez anciens, de plus de 20 ans, voire 30 ans en général, j'ai voulu donner ce côté un peu nostalgique en utilisant un synthétiseur qui s'appelle un Prophète, qui a ses sonorités très typées années 70-80, un peu comme ceux qu'on pouvait entendre quand on était enfant, voilà, dans certaines émissions de télé ou certains génériques de dessins animés de ces années-là. Voilà pour les questions concernant la chaîne et les vidéos, on va passer aux questions un peu plus personnelles. Quel âge as-tu? En écoutant tes vidéos, j'ai bien une idée, mais j'aimerais bien le savoir. Plus de 30, moins de 40. Voilà, j'en dirai pas plus. Pourrait-on te croiser à un salon Lego? Est-ce que tu participes à des expositions? Non, c'est vrai que je n'ai jamais vraiment trop fréquenté les salons. J'aimerais bien, en plus, alors il faudrait attendre un petit peu que tout ce qui est Covid et tout ça se calme, mais dans un futur proche, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Question suivante, as-tu d'autres passions? Oui, bien sûr, c'est vrai que les Lego, ça m'est revenu, je devrais dire, il y a seulement quelques années, mais principalement la musique, ce qui me permet de faire mon générique par exemple, les jeux vidéo, là aussi j'aime beaucoup tout ce qui est rétro gaming en général, le cinéma, la littérature, la bande dessinée, tout ce qui touche au domaine artistique en général me parle. Breakman44 demande, tu as parlé récemment de l'âge d'or de Lego, quelles étaient pour toi les meilleures années? Alors honnêtement, il y a eu des choses bien à toutes les époques. Il y a une dizaine d'années, par exemple, je trouve que Lego était vraiment au sommet de sa forme.
Mais pour moi, je dirais fin 80, début 90, de 86-7 jusqu'à 92-13 à peu près. Dans tous les thèmes, on avait des sets qui étaient absolument exceptionnels, dont on se souvient encore. Il y a eu l'apparition de la série Pirate. Pour ce qui est de la série Castle, on avait les Chevaliers Noirs, on avait les Forestmen, on a vu les Croisés, les Black Falcon, il y a eu tellement de sets exceptionnels. Pour la série Espace, je n'en parle même pas, Futuron, Blacktron, M-Tron, les différentes versions de la Space Police, Ice Planet, tout changeait d'une année à l'autre, on avait une révolution pratiquement tous les ans. La gamme Lego City était très variée avec le monorail, les aéroports, toutes les casernes de police, de pompiers, les hôpitaux, les sets qui avaient des éléments son et lumière. Voilà, c'était vraiment une époque où tous les ans on avait quelque chose qui faisait vraiment avancer la marque et on avait une qualité qui était toujours au rendez-vous. Ensuite, depuis quand es-tu fan de Lego et quels sont les sets ou les gammes qui t'ont fait entrer dans cet univers? Pour ce qui est de l'époque, beh, sans surprise, ça va être la fin des années 80 évidemment, hein, aux alentours de 87 ou 8, plutôt 88 je dirais. Et il y a beaucoup de sets qui m'ont marqué. Mes premiers sets, j'aimais bien jouer avec. Par exemple, la petite voiture 6632, voiture de police dont je vous avais déjà parlé. J'avais une grosse boîte basique avec plein de pièces dedans, avec des constructions qui étaient franchement sympas en plus. Je crois que la référence était 720 de mémoire. Et j'ai surtout eu ensuite 3, je dirais 7 qui m'ont vraiment marqué. Je pense que je vous ai parlé de tous ces sets-là en plus. En premier, il y a eu le 6066, qui était un set Forestman, la cachette des hors-la-loi et le trésor, qui vraiment m'a donné envie d'explorer un peu plus l'univers Lego, de par les figurines, principalement les figurines Robin des Bois qui m'ont vraiment marqué. Ensuite, je dirais qu'il y a eu le set 6886, qui était le set Space Police, la brigade volante, parce que c'est un set qui a vraiment su faire travailler mon imagination quand j'étais enfant. Je crois que j'ai dû voir Star Wars à la télé pour la première fois à peu près à cette époque-là. Il y avait beaucoup de dessins animés de science-fiction qui passaient, genre Ulysse 31, ce genre de choses. Et j'ai vraiment eu une passion naissante pour tout ce qui était science-fiction, space opéra, passion que j'ai toujours d'ailleurs. Et ça a été un peu le début de ma grande affection pour le thème Lego Space, alors que j'avais eu d'autres sets espace avant celui-ci. Mais voilà, le 6886 avait vraiment un côté un peu plus important. Et c'est la même chose pour le troisième set que je vais citer, l'île des pirates, 62-70, qui a été mon premier gros set. Alors il n'était pas si gros que ça en réalité, il avait peut-être même moins de pièces que ceux que j'ai cités précédemment, mais on avait ce sentiment d'avoir un set important. Visuellement, il était assez imposant et il y avait un niveau de détail qui était très impressionnant pour l'époque, que ce soit les figurines avec les bandeaux sur l'œil, les moustaches, les pièces imprimées, les animaux. On avait une sensation d'avoir quelque chose qui était totalement nouveau, assez révolutionnaire chez Lego, et ça a été le début de mon fanatisme total qui a duré pendant plusieurs années. Question suivante, que penses-tu des Lego techniques et de leur évolution? Alors je suis très mal placé pour parler de ça, parce que j'ai extrêmement peu de cette technique, ça se compte sur les doigts d'une main je crois, vraiment. Mais je suis toujours très impressionné de l'ingéniosité dont font preuve les designers, parce qu'il y a quand même des choses qui sont absolument merveilleuses. Quand je passe, même de nos jours, hein, quand je passe en boutique et que je vois les gammes techniques, j'ai presque envie de dire qu'elles me font plus envie que les gammes Lego System. Mais c'est un domaine dans lequel je n'ai jamais voulu trop mettre les pieds, parce que me connaissant, j'arriverai pas à en sortir. Mais en tout cas, j'aimerais en apprendre plus sur les Lego techniques, parce que c'est vraiment un domaine que je ne maîtrise pas. Question suivante, quel est le set qui t'a le plus marqué étant enfant? Alors là, il y en aurait pas mal, hein. Bon, déjà les 3 que j'ai cités précédemment, qui m'ont converti à l'univers Lego, mais le premier qui me vient à l'esprit, c'est le 6812, Grid Tracker, le Buggy Espion Blacktron 2, un tout petit set qui est vraiment minuscule, mais pour lequel j'ai un affect incroyable, parce que j'ai énormément de souvenirs avec lui. Je l'emmenais tout le temps en vacances avec moi, je le cachais dans ma trousse et je jouais avec en douce à l'école, ce genre de choses. Et ça a toujours été une sorte de point fixe dans le passé qui me ramène toujours à mon enfance, étrangement. Je pourrais aussi parler du gyrocoptère M-Tron, qui a été sans doute un de mes sets préférés quand j'étais enfant. L'île repère de la bande des loups, dont je vous ai parlé il y a pas très longtemps, parce que c'était mon château en Lego, hein. Je pourrais aussi parler d'ailleurs des sets que je n'avais pas et qui me faisaient terriblement envie. Tous les châteaux, toutes les bases spatiales, les bateaux pirates, voilà, que je n'avais pas à l'époque. J'ai tellement de souvenirs que ce sera difficile d'en citer un seul. Question suivante, tu sembles principalement collectionner les sets rétro, ce que fait Lego actuellement ne t'intéresse-t-il pas? Un peu moins, pour être honnête. Je ne dis pas que tout est mauvais, parfois il y a des sets que je trouve vraiment très bons,
Mais je trouve que Lego a un peu perdu de son esprit. Déjà, soyons honnêtes, Lego s'adresse maintenant à un public adulte, pour la plupart du temps, parce que je ne sais pas combien de personnes vont pouvoir, par exemple, se payer le tout nouveau AT-AT qui vient de sortir et qui coûte 800 €. Personnellement, j'aimerais bien l'avoir en plus, mais voilà, c'est pas dans mon budget. Et je trouve qu'on a un peu perdu le côté jouet qu'avaient les Lego à l'époque. Par exemple, je vous parlais tout à l'heure d'une de mes premières boîtes, qui était une boîte basique avec plein de pièces dedans, dont la référence était 720. À l'époque, on avait des briques, des plaques et des pièces inclinées concrètement, quelques pièces spécialisées comme des pinces, des crochets, ce genre de choses. Et les couleurs, c'était blanc, noir, bleu, jaune, rouge et un petit peu de gris. Maintenant, si on prend une boîte classique, ce qu'on appelle Lego classique maintenant, avec plein de pièces dedans, on a une variété d'éléments qui est incroyable, on a une myriade de couleurs, mais du coup, les pièces deviennent beaucoup plus spécialisées. Bah oui, parce qu'on a des pièces qui sont plus rares, on a des couleurs qui sont vraiment spécifiques, et justement, je trouve que pour la créativité, bah, on a un peu moins de liberté, étrangement, alors qu'on a beaucoup plus de choix et dans les pièces et dans les couleurs. Alors c'est un avis qui n'engage que moi, bien évidemment, mais je trouve que Lego laisse moins place à l'imagination. Preuve en est, maintenant, quand on achète un set, au dos de la boîte, on n'a plus aucune construction alternative comme on l'avait jusque dans les années 90. Et c'est quelque chose que je déplore un peu personnellement. Fais-tu des créations originales? Alors ça m'arrive de temps en temps, c'est assez rare parce que je manque de temps et de place aussi, parce qu'il faut quand même pouvoir s'étaler un peu. Mais j'aime bien de temps à autre créer des sets en me disant tiens, je vais essayer de faire un set comme si il était sorti à l'époque. Et ça m'arrive de faire par exemple, je sais pas, une base pour les M-Tron, qui est une des dernières créations que j'ai faites, vu que les M-Tron n'avaient pas de base, en me disant tiens, comment ça aurait pu être fait à l'époque, tout en sachant que je n'utilise que des pièces d'époque également. Donc j'utilise pas de couleurs qui n'existaient pas, je n'utilise pas de forme de pièces qui n'existaient pas non plus. J'essaye de me faire des petits challenges comme ça de temps à autre. Question de Ox Charline. Y a-t-il un set que tu aurais rêvé d'avoir enfant et qui t'a déçu quand tu l'as eu adulte? Très bonne question ça. Je dirais que oui. Les premiers qui me viennent à l'esprit, ce seraient les casernes de pompiers et de police, qui n'étaient pas mauvaises hein, du tout. Évidemment, quand j'étais enfant, je les voulais et je n'en ai jamais eu aucune. Mais quand je les ai obtenus bien plus tard, je me suis rendu compte que finalement, c'était quand même pas des sets qui étaient exceptionnels en général, c'était très vide à l'intérieur. Alors c'était bien parce que ça faisait un petit terrain de jeu, on avait des véhicules, vraiment de quoi s'amuser, et je pense que si j'avais été enfant, j'aurais adoré jouer avec. Mais avec le recul, c'est vrai que souvent c'était quand même un peu léger. Il en va de même, je dirais, pour la majorité des châteaux des années 80, qui étaient très impressionnants vus de l'extérieur, mais qui étaient totalement vides à l'intérieur. Concrètement, c'était simplement des murs. Il y en a un autre qui me vient à l'esprit, c'est le vaisseau Blacktron Renegade 6954. Alors là, c'est un peu différent parce que c'est un set que j'ai découvert sur le tard. J'étais déjà adulte, la passion des Lego m'était revenue, ça devait être il y a 4 ou 5 ans. Et je me promenais sur le site Brickset et j'ai découvert ce vaisseau en me disant mais c'est bizarre, je le connais pas celui-là. Il se trouve que c'est un vaisseau qui est sorti uniquement aux États-Unis et qui en plus jouit d'une excellente réputation, hein. C'est considéré comme un des meilleurs vaisseaux Lego. Évidemment, en tant que fan, il a fallu absolument que je me le procure. Et quand je l'ai reçu, ça a été la déception la plus totale en fait, parce que déjà, il jouit d'une réputation qui est exceptionnelle. Sur la boîte, il a l'air mais fantastique, on a l'impression que c'est un vaisseau qui est énorme, et en réalité il est tout petit, il est très fin, il a énormément de parties qui sont très fragiles, il se détache tout seul par endroits, et ça a été un peu la déception pour moi, donc là je m'en prends qu'à moi-même parce que j'étais adulte, mais ça a été pour le moment ma plus grosse déception. Question de Adrien, tu sembles avoir eu beaucoup de Lego étant enfant, jouais-tu à d'autres choses? Pas vraiment, ça dépend de l'époque, j'ai envie de dire. Je pense que comme tout le monde, j'ai eu des petites voitures, quelques boîtes de Playmobil, assez peu. Ce que j'aimais bien chez Playmobil, c'était les cow-boys et les Indiens, principalement parce que ça n'existait pas en Lego, en fait, à l'époque. Il y en a eu plus tard, à la fin des années 90. Mais j'aimais beaucoup la bande dessinée quand j'étais enfant, en fait. Que ce soit la bande dessinée franco-belge, donc Boule et Bill, Tintin, les Schtroumpfs, Spirou et compagnie, ou les comics américains, principalement de chez Marvel, Spider-Man, X-Men, Wolverine, enfin Serval, comme on disait à l'époque.
Et du coup, je dessinais énormément parce que ma grande ambition, c'était de devenir dessinateur de BD, ce qui ne s'est jamais fait malheureusement, mais je dessinais énormément. En termes de jouets, par contre, je ne m'intéressais pratiquement que aux Lego, et ça a duré pendant un bon bout de temps, je dirais jusqu'en 92-13 à peu près, époque à laquelle j'ai commencé à m'intéresser aux jeux vidéo assez sérieusement, avec des choses comme Sonic, Streets of Rage, Street Fighter, plus tard Doom sur PC et également à la collection de figurines, et c'est devenu un peu un hobby de collectionneur, plus que de joueur finalement, principalement avec les figurines de héros Marvel et les figurines Star Wars, et c'est un hobby que j'ai eu pendant très longtemps, hein, jusqu'à la fin de mon adolescence. Ça me permet justement de faire le lien avec la question suivante qui est: as-tu un Dark Age comme beaucoup de monde? Oui, et ce pour deux raisons, je dirais. Premièrement, mes autres passions commençaient à prendre le dessus par rapport à mon intérêt pour les Lego, donc ben, les jeux vidéo, les figurines, mais aussi la musique que je commençais à écouter et pratiquer. Et il y a, dans un deuxième temps, le fait que, pour moi, Lego commençait vraiment à battre de l'aile. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, vers 95, les gammes commençaient vraiment à tourner en rond, il y avait plus grand-chose d'intéressant qui sortait, que ce soit pour Lego Castle, Lego Space, on n'avait rien eu du tout, et après ils nous ont sorti Explorien, qui était un thème qui était vraiment décevant par rapport à ce qui avait été fait, précédemment. Lego Pirate allait tout simplement disparaître, parce que, voilà, ça tournait en rond aussi. La gamme Lego City, enfin Lego Town, devenait de plus en plus simplifiée. Les constructions avaient maintenant des pièces énormes, les voitures avaient des très gros châssis, c'était très juniorisé en fait. Et clairement, je ne m'y retrouvais plus du tout. On a eu l'apparition de nouvelles gammes, comme par exemple le Time Cruiser, et je me souviens avoir haussé les sourcils en me disant: mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai l'impression que c'est ma petite sœur qui a fait la construction et qui l'a proposé. Et j'ai finalement pratiquement arrêté les Lego du jour au lendemain, je me souviens. C'était les vacances scolaires. Et pendant toutes les vacances scolaires, j'ai rangé toutes mes boîtes au grenier. J'ai remis tout le Lego dans leur boîte. Et c'est resté ainsi pendant près de 20 ans. Jusque à peu près en 2015-2016, où, pour plaisanter, des amis ou de la famille, je ne sais plus, m'ont offert un petit set en Lego. Du coup, ça m'a donné envie d'aller retourner chercher les miens. J'ai commencé à regarder les sets que j'avais pas à l'époque, et voilà, c'est à partir de là que je suis retombé dedans. Donc oui, j'ai eu un Dark Age de près de 20 ans. Question suivante, on arrive presque au bout. Combien de sets en tout possèdes-tu? Combien as-tu de sets des années 80 et 90? Difficile à dire, plusieurs centaines. Heu, Près de 300-350, je dirais, quelque chose comme ça. Vraiment, vraiment beaucoup, dont 90 datent d'avant 1996. Voilà, donc ça commence à faire beaucoup, tout en sachant qu'il y en a eu énormément que j'avais déjà quand j'étais petit, et que, beaucoup d'entre eux sont de très petits sets, hein, des petites voitures, ce genre de choses. Les gros sets qui m'intéressaient vraiment, j'en ai acheté quelques-uns, mais plus tard, quand j'étais adulte, quand je suis retourné dans les Lego. Mais ouais, ça commence à faire beaucoup. Je saurais même pas vous dire le nombre exact, je me suis jamais amusé à compter. Et justement, pour la question suivante qui est: quels sont tes thèmes de prédilection? Quelle est ta gamme et ton modèle préféré? Franchement, je pourrais pas vous répondre là tout de suite. Faudrait que je regarde tout ce que j'ai à tête reposée, que j'essaie de faire un petit classement, tout en sachant que ce sont tous des sets que j'apprécie évidemment, hein. Si je les ai achetés, c'est pas juste pour compléter la collecte parce que je les ai pas. Si vous voulez, je réfléchirai à tout ça, et d'ici quelques temps, je vous ferai un top 10, 15, 20 de mes sets préférés, on verra. Pour ce qui est des thèmes, des gammes de prédilection par contre, clairement Lego Space. J'aime bien tout, hein, Castle, Pirate, même de plus en plus Lego City en fait. Mais Space, Lego Espace, j'ai vraiment un affect particulier, et ce depuis que je suis tout petit. Ne serait-ce que pour le design des véhicules qui était toujours assez unique et pas forcément inspiré de Star Wars, Star Trek et compagnie, de voir qu'il y avait des pièces qui étaient légendaires, les plaques à cratères, les verrières transparentes, les petits réacteurs, et évidemment d'imaginer toutes les aventures spatiales que l'on pouvait vivre, ne serait-ce qu'en regardant la boîte, et ça me fait toujours le même effet des années plus tard, imaginer nos petits explorateurs arriver sur une planète inconnue et essayer de découvrir d'autres formes de vie, voilà. C'est quelque chose qui me parlait énormément étant enfant, et qui me touche et me fait le même effet des années plus tard. Avant-dernière question, quel est le dernier set que tu aies acheté? Alors, pour 2021, cette année, c'est le 60-286, le tracteur, qui est vraiment une très belle boîte, je la recommande grandement, que vous soyez un enfant ou un adulte, c'est vraiment un beau set. Le véhicule est réussi, les deux figurines sont très sympas, il y a en plus beaucoup d'accessoires, dont un petit lapin qui est absolument adorable.
Et pour ce qui est des sets rétro, c'est le 6080, l'hôpital. Vous avez vu sa construction s'effectuer sous vos yeux. Je ne vous en dis pas plus, vous vous doutez bien que j'en parlerai lors d'une critique très prochainement. Et enfin, dernière question de la part de Monsieur Vincent, quelle est la plus belle pièce de ta collection? Là encore une fois, c'est difficile, je dirais que dans l'ensemble, sur la totalité, je suis extrêmement content d'avoir, quasiment tous mes sets dans leur boîte d'origine. Ça fait toujours son petit effet, hein, d'aller chercher la boîte, qui est sur l'étagère, de l'ouvrir, de tomber directement sur les pièces avec le manuel, de reconstruire le modèle. Voilà, c'est une sorte d'antique sensation de Madeleine de Proust que l'on revit à chaque fois. Mais en termes de pièces uniques, sinon, je dirais que je suis très content d'avoir, le Galaxy Explorer 928, dans l'état où je le possède, parce que c'est généralement un set qui est très vieux et donc très usé. Mais ma plus belle pièce, je pense que ça reste le monorail, évidemment. Donc je ne vais pas développer plus que ça, là encore. J'aurai, je pense, l'occasion de vous en reparler. Ce sera une vidéo qui me prendra beaucoup de temps à préparer, à mon avis, mais ça vaudra le coup. Je vous en dirai plus à ce moment-là. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi, je vous remercie pour vos questions, je m'attendais pas à autant de questions, ça a pris plus de temps que prévu, presque une demi-heure qu'on y est, mais c'est pas grave, merci beaucoup, merci de votre fidélité, je vous dis à très bientôt pour une prochaine Minute Critique, bye bye.